Et quand ma mère m'a vu arriver, j'étais déjà une boule de feu. Elle a essayé d'éteindre les flammes avec ses mains. Elle s'est brûlé les mains. Mmh. C'est vraiment très douloureux. Pour te donner une idée, souvent ces bains-là sont faits sous anesthésie générale. Et donc, j'étais allongé sur un lit, tout nu, Mmh. puisque ma peau devait être à l'air pour pouvoir se reconstituer. Mes parents ont voulu très vite que je sois confronté au regard des gens. Ouais. Ce qui te rappelle vraiment que tu es différent et tout ça, c'est que dès que tu sors et que tu vas à l'extérieur, Mmh. et ces moments-là sont plus nombreux. Tu le sauras que si ils doivent aller absolument à la piscine, à la mer ou avoir des relations sentimentales, Mmh. tu vois, voilà. Et puis, Et sentimental est un peu plus approfondi, on peut le dire, hein? c'est exactement ça. Et là, tu dois remonter. Tu sais que ta serviette, elle est tout là-haut Et de toi, la tu plage. Et tu marches et tu sens tous les regards, tu vois, des gens et tout, ça. J'ai eu l'impression que ça avait duré une éternité. Mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à me dire, que tu y j'ai droit arriveras. à l'amour, Mmh. tu vois. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence avec Laurent Gaudens. Donc Laurent est un grand brûlé, il va nous raconter son histoire, je suis ravi de le recevoir. Tu as fait le déplacement de Paris pour venir jusqu'à moi, ça fait un moment qu'on s'est pas vu et je suis très très content de te recevoir. Laurent, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors moi, en quelques mots, ben, je m'appelle Laurent Gaudens, j'ai 55 ans maintenant et j'ai la particularité d'avoir été brûlé à l'âge de 4 ans, Mhm. donc on va en reparler. Et sinon, je suis entrepreneur et conférencier. Ouais, tu fais plein de choses, on va le dire, Voilà. enfin, tu vas nous en parler. Parce que voilà, j'avais à cœur qu'on parle des grands brûlés. J'ai reçu Julie et d'ailleurs, je la remercie parce qu'elle t'a recommandé, tu sais, j'ai la question signature à la fin de l'interview et elle t'a recommandé, en tant que prochaine invitée donc tu étais le prochain invité et je lui ai dit que pour être très honnête, c'était déjà planifié donc c'est assez rigolo qu'elle t'ait mentionné. C'est gentil à elle. Ouais et on va en parler aussi parce qu'elle est marraine aussi d'une association que tu as créée pour Oui. justement un peu démystifier, aider les grands brûlés et tu Ouais. vas nous raconter un petit peu, comment c'est venu, pourquoi tu fais ça et cetera. Tu as ton institut. Mm. Tu as une belle relation avec une femme depuis, des années aussi, donc aussi voilà, je trouve ça, source d'espoir et puis tu vas nous exprimer comment tu t'es construit parce que tu as eu un accident à l'âge de 4 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement justement ce qui s'est passé ce jour-là? Ben, on était donc avec mes parents et puis une de mes tantes et ma grand-mère. euh, Avec mon petit frère. C'était l'anniversaire de mon petit frère, hein, c'était le 9 septembre. Mmh. Et on est arrivé chez des amis qui nous accueillaient ce jour-là et qui avaient prévu de faire un barbecue. Mais c'était la première fois qu'on allait chez eux. Et du coup, on est rentré pas par la porte qui était prévue. Et j'étais avec ma grand-mère, puisque je la quittais jamais à cette époque-là. Mmh. Et on s'est approché du barbecue au moment où, juste avant, la personne qui nous recevait avait mis de l'alcool à brûler. Et il y a eu un retour de flamme. Donc on a reçu une flamme, ma grand-mère et moi. Elle, comme elle était adulte, elle a eu le réflexe d'enlever ses vêtements et tout ça. Moi, j'ai eu le mauvais réflexe de courir pour rejoindre ma mère, qui était un petit peu plus loin. Et du coup, ça a attisé les flammes. Comme on était début septembre, en plus, j'étais en short et en t-shirt. Et en quelques secondes, en fait, je me suis retrouvé comme une boule de feu. Ouais, c'est dingue parce que c'est entre le moment où tu cours jusqu'à ta maman et il s'est pas écoulé Deux beaucoup de secondes, quoi. c'est incroyable. C'est vraiment soudain. Et quand ma mère m'a vu arriver, j'étais déjà une boule de feu. Elle a essayé d'éteindre les flammes avec ses mains. Elle s'est brûlé les mains. Mmh. Mon père, lui, était figé parce qu'il avait mon petit frère dans ses bras, donc il savait pas trop quoi faire. Mmh. Et c'est ma grand-mère qui est revenue sur ses pas, qui s'est jetée sur moi avec ses vêtements, qui m'a mis par terre Pour pour étouffer les étouffer flammes. les flammes. OK. Voilà. Et c'est ça qui m'a sauvé, c'est la première partie de ce qui m'a sauvé, Mmh. parce que sinon j'étais en train de brûler sur et place. et toi quand tu 4 ans comme ça, tu as conscience de ce qui est en train de se passer ou pas? Ou tu t'en souviens d'ailleurs? Eh bien, figure-toi que je n'ai aucune, aucune image de la scène même de l'accident. Mmh. C'est vraiment, C'est à force de te la raconter voilà, peut-être? le cerveau, il devait être en train de gérer autre chose à ce moment-là. Et en fait, moi, mes souvenirs redémarrent au moment où je suis dans le camion des pompiers.
C'est vraiment là que je commence à avoir des souvenirs par bribes, hein, parce que j'étais jeune. Mmh. Voilà et puis, comment et puis après le début du parcours de soins. Et tu ressens la douleur à ce moment-là? Parce que, par exemple, Julie, elle exprimait que quand tu es brûlé, vraiment, profondément, les «capteurs» entre guillemets qui t'envoient les signaux de la douleur, bah, ils les envoient pas finalement parce ils ont été brûlés. Est-ce que toi, tu as des douleurs à ce moment-là? Bah, c'est pareil, hein, j'étais brûlé à 60 du corps, hein, donc sur une très, très grande surface. Sur le coup, on est choqué, mais de ce que je me souviens, c'était pas, tout de suite la douleur qui m'a impressionné, c'est surtout de voir que tout le monde pleurait, Mmh. même les pompiers pleuraient, tout ça, donc je savais qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Voilà et puis, puis voilà, le camion des pompiers, les sirènes, tout, on se dit: «Punaise, C'est impressionnant, ouais. c'est impressionnant, quoi». Il se passe quoi dans la tête d'un enfant de 4 ans, à ce moment-là? Est-ce que tu as, quand même des souvenirs de l'après, j'imagine? Parce que, bah, on sait que c'est une douleur qui est quand même qui est vive, que, bah, le temps que tu cicatrises et cetera, le temps a été long et puis c'est peut-être une autre époque, tu avais peut-être pas les mêmes processus de soins, je sais pas? Eh ben, déjà, effectivement, on est en 1973, donc la gestion de la douleur n'est pas du tout la même Mmh, et encore plus pour les enfants, en fait. À cette époque-là, on n'avait pas encore conscience que l'enfant, subissait une douleur, en fait. mmh, Donc il n'avait même pas les mêmes protocoles de gestion de la douleur. Heu, ce On est assez vite, quand même, sédaté, comme on dit, hein, mis, ça donc on voit quand même les gens qui, circulent autour de vous, on sent de la de l'activité, on sent que c'est grave, mais on réalise pas encore. Heu, mmh. Vraiment, mais j'ai mis un petit peu de temps avant de réaliser, ce qui s'était réellement passé. Et c'est à partir de quel moment où tu as pris conscience un petit peu de tout ça, justement? Eh ben, de ce que je me souvienne, à cette époque-là, les chambres de l'hôpital, c'était des comme un bocal, quoi. C'était vitré, Mmh, fermé pour éviter qu'il y ait des germes qui passent, et donc j'étais allongé sur un lit, tout nu, mmh. puisque ma peau devait être, à l'air pour pouvoir se reconstituer et mes parents pouvaient même pas, rentrer dans la chambre, en Ouais, donc fait. ça a été Voilà. traumatisant pour un enfant, Ouais et surtout, je les voyais à travers la vitre. Donc en fait, je ne comprenais pas pourquoi, je souffrais, j'avais mal et mes parents pouvaient pas venir me mmh. réconforter, en fait. Et ça, Voilà. les soignants avaient pas les mots pour, essayer de te l'exprimer ou tu en avais pas? En fait, on pouvait quasiment pas se parler. Mmh, Ce que ma mère a demandé, elle m'a raconté après, elle a demandé, aux soignants s'ils pouvaient rapprocher le lit, de la vitre pour qu'elle puisse, mmh, entrouvrir un tout petit peu la porte et que j'entende sa voix, en fait. Parce mmh. que sinon, moi j'étais assez choqué, pas que j'avais mal et tout ça, mais choqué de que mes parents ne Ils soient puissent pas pas là venir, ouais. puissent pas venir. D'autant plus que, pendant 3 semaines, ma mère a été hospitalisée avec ma grand-mère pour soigner leurs propres brûlures. Donc j'avais que mon père qui venait, Mmh, voilà, donc je voyais pas ma mère, qui est quand même quelqu'un d'important aussi, dans ma vie, hein, mmh. voilà et quand elle est arrivée, bah, qu'elle puisse pas rentrer dans la pièce, pour me serrer dans ses bras ou tout ça, Mmh. c'était assez violent. Et Mmh. c'est quoi les soins qu'on prodigue à un enfant du coup, enfin même un enfant et un grand brûlé finalement? Bah, le soin principal d'un grand brûlé, c'est le bain, ce qu'on appelle le bain thérapeutique, c'est-à-dire qu'on vous met dans une baignoire et tout doucement, on frotte les plaies, on Mmh, frotte ça pour que, ça ne s'infecte pas et qu'il y ait pas de croûte, trop, bizarre, tout ça, de façon à ce que la peau puisse se régénérer mmh. proprement, le mieux possible. Mais je crois que c'est une douleur qui est horriblement affreuse, enfin, Ah oui, oui, c'est je crois me souvenir parce que c'est vieux, enfin je l'ai vu il y a un certain temps et je me demande si je l'ai pas vu même ah non, je l'ai peut-être vu après mon accident. Parce ouais. que je me souviens que je connaissais Julie, justement, 12 février
Julie Bourge maintenant, parce que tu as vu qu'elle a changé Oui, de elle a pseudo. changé, ouais. Et je sais que j'avais pensé à elle où, bah, il y a une scène où on le voit, le film avec Pierre Niney, Mmh. on le voit, bah, baigner dans un bain et ça moi ça j'avoue ça m'avait pris aux tripes, quoi. C'est très, très douloureux. Mmh. C'est vraiment très douloureux. Pour te donner une idée, souvent ces bains-là sont faits sous anesthésie générale. Ah ouais! C'est pour ça que moi C'est justement ce que j'allais ce j'ai que 150 anesthésies générales, mais c'est la plupart, c'était pour faire des pansements. C'est-à-dire que pour faire ses bains, c'est changer les fou, hein. pansements et tout ça, parce que c'est tellement douloureux qu'il vaut mieux endormir la personne que d'essayer de le Ouais. faire, comme ça, quoi. Heu, Et comment justement donc tu disais ta grand-mère et ta maman, ont été brûlées aussi, donc elles moins que toi oui. et comment justement, ta famille elle a réagi par rapport à cet accident? Ben, figure-toi que le moment, passé, de l'impact, mes parents ont vite repris le dessus, surtout ma mère, Mmh. et se sont dit: «Bon, bah, OK, c'est arrivé, maintenant, Qu'est-ce qu'on il en faut fait? qu'on se projette sur l'avenir. Quand il va sortir, il va être, avec un visage défiguré, bah, voilà, faut qu'il ait une vie normale. Mmh. Faut qu'il ait accès à tout, tout ça», et donc ça a été vraiment le pour toute la famille, la ligne directrice, c'est, il aura une vie normale. Mmh. Et comment tu as vécu ce moment du coup en grandissant? Ben, en fait, je suis resté 6 mois à l'hôpital, Ouais. donc quand je suis sorti, j'avais pas vu la totalité des dégâts, hein, de toutes mes cicatrices, parce que la plupart du temps, quand on est à l'hôpital, on a des pansements. Mmh. C'est vraiment quand on rentre à la maison, que là, on prend conscience de ce qui s'est passé. Moi, j'ai été beaucoup accompagné par mes parents sur cette étape, voilà, et après, hem, mes parents ont voulu très vite que je sois confronté au regard des gens. Ouais. Alors c'était très bénéfique, mais en même temps très violent. C'est que bah, voilà, je me rappelle d'une dame dans la rue qui s'est mise à hurler, quoi, en Ah me ouais! voyant, tu vois? Donc Et tu avais quel âge à ce moment, tu te souviens le ben, j'avais, 4 ans et demi, ah quoi. ouais, donc Tu c'est vois? Je sortais, j'ai été brûlé en septembre, j'ai dû sortir en janvier, février, tu vois, mmh. de l'année suivante. Voilà, ma mère a souhaité que je retourne à l'école assez vite, donc j'ai fait ma dernière année de maternelle, là aussi, je me suis rendu compte que j'avais changé puisqu'il y avait une petite fille qui hurlait à chaque fois qu'elle me voyait. Donc voilà, donc à travers les réactions des gens, on sait qu'on a changé. Mmh. On sait Et qu'on n'est plus tout à fait normal. et là, tu parles des autres, mais toi, est-ce que tu as un souvenir, je sais pas, qui te marque ou devant un miroir quand tu retires tes bandages? Je sais pas vraiment, tu vois? Parce que je sais que tu es énormément bandé, pendant longtemps. Est-ce qu'il y a un moment où, bah, tu fais face finalement à ce que tu vois pas énormément? Ben, en fait, quand on est arrivé à la maison, ma mère a fait quelque chose que finalement, sans le savoir, ben, C'est un moi, en tout déclic? cas, sans savoir que c'était ça, j'ai su bien plus tard que c'était important. Elle m'a mis devant le miroir de la Mmh. salle de bain, euh, et donc pendant quelques secondes, ben, selon ma mère, ça a duré une éternité, mais voilà, je me suis regardé et et j'ai trouvé, la réponse que j'ai eue, c'est: «Ah ben, mon nez n'a pas été touché, OK, oui, mon nez n'a pas été brûlé», et parce que je comment? parce que ça, tu peux peut-être l'expliquer, mais je crois que quand tu es grand brûlé, tu as des chances de perdre ton nez, c'est ça? Et ben, en fait, tu perds assez vite, potentiellement, toutes les zones où il y a du cartilage. Mmh. Toutes les zones fines, donc tu perds tes oreilles. Quand tu as un vrai grand brûlé, tu perds tes oreilles, tu peux perdre tes sourcils, tu peux, avoir le nez Il y en a même qui sont amputés, voilà, Grace que j'ai et tu as reçu. même ceux qui sont amputés. Mmh. Parce que ça a tellement fondu et tout ça qu'on n'a plus qu'une seule solution. On sait qu'on ne pourra pas reconstruire. Et donc, on en arrive à ces extrémités. Mmh. Euh, voilà, moi, j'ai eu ce côté, positif de dire, OK, il y a encore quelque chose qui est, qui est, qui est pas trop abîmé, voilà, par rapport à tout le reste. Mais c'est vrai que je sentais quand même que j'avais un regard, je- j'avais un visage un peu de monstre quand Mmh. même. Tu te l'es dit quelque part, Mmh.
tu te dis pas: «Ah bah, c'est bon», tu vois? Et comment tu arrives à quand tu te dis cette phrase-là, comment tu arrives à aller de l'avant, surmonter? Tu te souviens un petit peu de ce par quoi tu es passé ou pas? Ben, moi, je m'en En souviens pas, mais ma mère m'a dit que, j'étais assez, comment, à aller volontaire. vers les gens et comment, à répondre quand quelqu'un, soit se moquait de moi ou soit, comment, était, en train d'hurler. Ça en fait, dès qu'il y avait quelque chose qui me mettait un peu trop en avant, j'avais des réactions quand même assez, Ouais, tu te voilà, laisses pas marcher dessus, quoi. ouais. Et justement, l'école, c'est, bah, quand on est jeune, quand on est un enfant, bah, on sait que c'est un lieu qui peut être violent. Comment tu as vécu ta scolarité, en ce qui te concerne? Ben, figure-toi que effectivement, les enfants, c'est violent, mais quelque part, c'est quand même un lieu, un peu sécurisé puisque toute l'année, tu vois les mêmes personnes. Qu'elle s'habitue Donc entre comment guillemets. j'ai géré ça? La première chose, c'est qu'il faut que tu t'imposes, Mmh. faut que tu te fasses respecter. Hem, Mon père m'a sauvé une deuxième fois. Je dis toujours qu'il m'a sauvé une deuxième fois parce que la première, c'est parce que on a pris de la peau de ses cuisses pour mettre Ah oui? sur mon thorax, Ils ont pris tu la peau de vois? ton papa? Ouais, ils Ah, ont je savais pas pris que mon c'était père, possible. il a des bah, comme un peu comme ma Mais il y a pas salopette là, il a des bandes comme ça, comme un zèbre, sur ses cuisses. C'est tous les lambeaux de peau qu'on a ouais? pris sur Mais ses cuisses pour pouvoir les mettre sur mon thorax, pour que ma peau en dessous puisse se régénérer. ouais, ça, on Si en on a n'avait pas fait ça, mmh. je serais mort. Parce que ça, on en a parlé avec Julie de effectivement, on prend de la peau saine qu'on vient remettre sur, les zones, bah, qui ont été brûlées et par contre, tu vois, j'apprends quelque chose, je savais pas qu'on pouvait prendre de quelqu'un d'autre ou alors peut-être qu'on pouvait le faire, mais il y a aussi, une question de, je sais plus comment on appelle ça là, de De donneur en fait, de compatibilité, compatibilité, ouais. ouais. De pas te faire de Ben, en rejet. fait, tu as plusieurs, types, de greffes. Effectivement, ça évolue, hein, avec le temps, mais ouais, tu as aussi on récupère la peau de cadavres. Il y a des banques de peau, OK. hein, où on peut aller chercher de la peau pour pouvoir faire des greffes quand, surtout pour les grands brûlés où il y a plus assez de peau, quand tu es brûlé à 60, 70-80, bah, Mmh. tu prends la peau, à un endroit, à 2 endroits, après il y en a plus. Donc il y a plusieurs façons de gérer ça. Et une des façons, à l'époque, c'était assez nouveau, puisqu'on est en 1973, hein, les chances de survie étaient très, très faibles. C'était un petit peu nouveau de faire ça. Il a tenté, ça a marché, parce que avec mon père, on a le même groupe sanguin, Il y donc avait de la voilà, il y avait une compatibilité. compatibilité. Le chirurgien a dit: J'aurais pas pu le faire avec la peau de ma mère, par exemple, Mmh, parce qu'on n'a d'accord. pas du tout les mêmes, Et est-ce que du coup, dans ta scolarité, tu disais que tu t'imposais, mais est-ce que tu as quand même vécu des moqueries qui t'ont marqué et d'après toi, comment on pourrait aussi, peut-être, les limiter? Bah, justement, mon père m'a sauvé une deuxième fois en disant, «Tu n'as pas à embêter les autres enfants et tout ça, mais tu as le droit de te défendre, Mmh. hein». Moi, je t'avoue, je vais pas le recommander aux enfants, ça, j'ai déjà eu des Je sais pas discussions ce dans que la tu vas dire. famille, tout ça, mais je vais pas mais moi, j'étais assez bagarreur. Ouais. Voilà et donc dès qu'on m'embêtait ou qu'on se moquait de moi, j'en venais assez vite aux mains, voilà. Après j'ai eu aussi, des désagréments, c'est que je me suis pris une raclée comme on dit, parce qu'un plus grand que moi voilà, était plus fort et tout et j'ai trouvé, l'astuce d'avoir des amis, des copains plus grands pour venir me défendre et voilà et Ça, c'est donc bien ça. du coup, comme ça, bon an mal an, en étant sympa et tout, en se faisant des amis et ben, j'ai pu, mener ma scolarité, à peu près normalement. Mmh. Voilà. Et durant toute cette période, tu as eu des périodes de doute, j'imagine. Comment tu surmontes ça? Est-ce que tu te vois dans des moments durs et comment tu as réussi à peut-être te réaffirmer par rapport à ces moments-là? Ben, figure-toi que, comment on dit souvent que la résilience, elle dépend aussi du cadre dans lequel tu es. Moi, j'ai eu très peu de moments de doute parce que mes parents, m'ont pas laissé douter, en fait. Mmh. Tu vois, à chaque fois qu'il y avait des choses à faire, j'avais pas de passe-droit. J'ai été éduqué comme mes frères, j'avais pas le droit de dire des gros mots, Mmh. voilà, donc
tout était fait autour de moi, dans le milieu familial et dans ma vie, comme ça, pour que, je sois considéré comme quelqu'un de normal. Mmh. Donc, j'ai pas eu, trop de doutes. Hem, Et t'as pas eu de moments, durs, vraiment, où tu t'es dit, les moments durs, en fait, c'était vraiment, au tout début, c'était vraiment les soins. mmh, Donc c'était pas que de la douleur, psychologique, c'était plus de la douleur physique, parce que toutes mes vacances scolaires, je les passais à l'hôpital. mmh, Donc, pour pouvoir faire, ma scolarité normalement, mmh, ma mère avait convenu avec les soignants et avec le docteur Tuleux qui m'a sauvé la vie, de faire, toutes mes opérations, toutes mes interventions chirurgicales. J'en ai eu 80 sur 20 ans, mmh. mais au début, il y en avait beaucoup et en fait, toutes les 7 semaines-là, comme on dit, bah, j'allais à Ouais, l'hôpital. mais tu vois, c'est marrant parce que souvent quand on est grand brûlé, on se dit, bah, tu vois, on se voit un peu, déformé et cetera. On se dit psychologiquement, ça peut avoir un impact, notamment au travers du regard des autres. Et toi, tu dis que ta plus grosse douleur, elle était finalement physique et que tu as réussi visiblement, en tout cas dans ta vie, à pas te laisser, bah, tomber, alors que tu aurais possiblement le droit et la légitimité de le faire. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es brûlé jeune, c'est différent de quand tu es Mmh. brûlé adulte. Ouais. Heu, déjà, tu passes une bonne partie de ta journée dans l'école où, bah, c'est avec les mêmes personnes, les mêmes enfants et tout ça, donc il y a une forme d'habitude qui s'instaure et puis tu peux arriver à faire, ta scolarité à peu près normale, Mmh. sauf si tu es harcelé, tout ça, malheureusement. Il y a encore, beaucoup d'enfants qui sont dans ce cas-là, mais si tu arrives à te faire respecter et à avancer, tu vois, c'est pas, comment ce qui te rappelle vraiment, que tu es différent et tout ça, c'est dès que tu sors et que tu vas à l'extérieur, Mmh. et ces moments-là sont plus nombreux à l'âge adulte, Mmh. tu vois? Tu es beaucoup moins protégé. Tu moins Quand dans tu es ton plus cocon, jeune, tu dans es ta bulle. protégé par tes parents, tu es protégé par ta famille. Quand tu es adulte, bah, là, ça y est, hein, tu es dans le grand bain, quoi. Mmh. Donc, du coup, les moments de doute, je les ai eus un petit peu plus tard tu vois, que dans l'enfance. Ouais, parce que tu étais un peu protégé, finalement préservé Voilà, dans ouais, ces milieux-là. ouais. Et du coup, tu étais un élève plutôt studieux? Tu as suivi quoi comme cursus après, Ben, moi, est-ce que j'étais studieux? Alors, je suis pas un fan du du travail scolaire, mais en ouais. fait, j'avais vite compris, que pour passer dans la classe supérieure, fallait avoir la moyenne. Ouais, Donc ouais. voilà, donc je suis pas fier de le dire, mais j'avais, j'avais quand même cet objectif de me dire: «OK, il faut que je passe dans la classe supérieure». Mmh. Voilà, mais je prenais vraiment du bon temps avec les copains, voilà, plutôt que de travailler à fond comme un Mmh. forcené pour avoir un 20 sur 20, tout Mmh. ça, voilà. Je suis pas un étudiant, fou furieux. Et dans ta scolarité, donc, tu as fait des études, Ouais, parce que dans cette, logique d'avoir une vie normale pour moi, et surtout aussi pour ma mère Mmh et mh. mes parents qui disaient: «Faut travailler à l'école, hein, faut» hein. C'était important de faire des études. Sinon ça veut dire que j'étais pas normal, tu Mmh. vois? Voilà, c'est pas toujours, c'est dur des fois à l'entendre, mais c'était important pour moi que je fasse des études, donc j'ai fait un bac scientifique Mmh. et puis après je suis allé à la fac. Mmh. Je suis allé à la fac d'Orsay, avec les copains en CTU, voilà là encore, On des sent que tu bons as fait la fête. moments, fait la fête et tout. Mais voilà et j'ai progressé comme ça, donc j'ai réussi à faire des études, à démarrer, à la fac, j'ai passé un diplôme de MIAGE, une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion Mmh. des entreprises, voilà pour en faire mon métier Et après. donc, est-ce que tu peux nous dire aussi, bah, professionnellement, ce que la voie que tu as choisie? Parce que je crois que tu as travaillé dans les communications pendant 20 ans. Ouais. Est-ce que tu peux, bah, justement nous parler un petit peu de tout ça? Et puis peut-être nous parler aussi de, je sais pas, peut-être tes appréhensions à un entretien d'embauche, l'intégration au sein du monde professionnel? Parce que du coup, beh, c'est un autre milieu finalement différent du plan scolaire. Oui, là, alors on est à une époque, hein, on est dans les années 80.
hein, pour que tout le monde se Contextualiser, ouais. resitue bien. On Mmh. n'est pas à l'époque des réseaux sociaux, de LinkedIn et tout ça, hein. Mmh. Donc on est à l'époque où on envoie un CV et papier, on met pas forcément sa photo dessus, Mmh. tout ça, nana. Donc voilà. Euh, Avec le recul, ce qui m'a sauvé, c'est ce que j'appelle un peu l'employabilité, c'est que je fais partie de ces informaticiens des années 80 dont on avait besoin, absolument. Et donc, j'ai trouvé du travail assez facilement parce que j'avais ce diplôme Mmh. et qui était très demandé. Tu vois, donc j'ai pas eu à être confronté à un souci à l'embauche parce que j'avais la bonne expertise au bon moment, Mmh. pour pouvoir être embauché. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs à ceux qui ont une particularité. Je dis, bah, faut compenser. Malheureusement, hein, Mmh. faut essayer de compenser avec quelque chose en plus à donner pour pouvoir faciliter l'embauche. Et est-ce que tu as senti à un moment donné que ton apparence, ça pouvait être un frein professionnellement? Là, tu viens de répondre, dire que non, mais est-ce que peut-être dans les ressentis de tes collègues ou Ah non, non, mais c'est clair que est-ce que tu as eu on te des demande plus. Déjà quand tu arrives, déjà à l'école, on essaye de te réorienter assez vite. Quand tu dis que tu veux faire la voie royale, on te dit non, non, c'est mieux pour toi de faire une autre voie, tout ça. Donc on mmh, essaye de te détourner de ce que tu as envie de faire? voilà, de là où tu veux aller. En entreprise, c'est pareil. Il faut vraiment, on te demande plus. Il faut que tu t'imposes, Mmh. il faut que tu fasses tes preuves. En fait, il faut que tu fasses comprendre que tu n'es pas un problème pour les autres. Mmh. Tu vois, voilà, et plus tu vas grimper, si tu dois manager, ben, c'est pareil, quoi. Il faut arriver à grimper tous les échelons. Mmh. Euh, j'ai réussi, moi, à faire comprendre assez vite, à obtenir assez vite des postes de chef de projet. Mmh. Justement parce que je sentais que c'était ça qui me permettrait de compenser en fait, mon mes problèmes, mes cicatrices, Mmh. voilà. Et après il y a quand même des métiers où, malheureusement, tu peux pas accéder facilement, tu vois? Voilà, je suis pas sûr qu'on m'aurait mis à l'accueil ou qu'on m'aurait donné un poste de commercial, Mmh. tu vois? Et comme mais Voilà. ça pourrait aussi changer finalement? Parce Bah, qu'il faut changer le regard je de pense que on essaye de changer ça, mais que c'est encore, dur. ouais, Je sais pas, on a encore du travail, je pense, ouais. pour que, ce soit bien accepté, que les gens différents puissent, avoir accès à tous les métiers. Mmh. Ouais. Mais c'est marrant parce que enfin, c'est bien, c'est que la transition elle est toute trouvée, c'est que justement toi tu as aussi, tu aussi pour ça. J'avais envie de, voilà, de mettre aussi en avant l'association qui est pour moi une association qui est primordiale. Tu me disais tout à l'heure un peu en off, tu vas pouvoir en parler, mais qu'il y a vraiment que 2 associations, en France. Il y a Les Grands Brûlés et la tienne, qui est Burn on Smile. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu l'as créée et puis, beh, pourquoi tu as voulu créer cette association? Pourquoi ça tenait à cœur déjà toi personnellement? Et quels étaient aussi les enjeux derrière, cet assaut? Ouais. Ben, déjà, en toute honnêteté, hein, j'ai pas eu l'idée comme ça, qui La m'est venue, fulgurance? tout ça. C'est vraiment une rencontre. J'ai eu 2 chirurgiens, moi, dans ma vie, hein. J'ai le docteur Tuileux qui m'a sauvé la vie et Mmh. après, à l'âge de 9 ans, il a dit à mes parents qu'il allait me confier à quelqu'un d'autre, donc Françoise Firmin, Mmh. qui est une chirurgienne esthétique. Parce que lui, il ne pouvait plus faire cette partie-là. C'était pas son expertise. Mmh. Et donc, après X années de soins et tout ça, je ne l'avais pas revu parce qu'à 25 ans, on a convenu ensemble qu'on arrêtait les frais, hein. Voilà, c'est vraiment un deal qu'on a fait ensemble de se dire, OK, je peux plus rien faire de vraiment qui changerait ta vie. Mmh. Donc, on s'est dit, OK, bon, voilà, c'est bon, ça sert à rien de retourner à l'hôpital pour peaufiner. C'est douloureux, c'est du temps perdu, tout ça. Donc, Et voilà. j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que, c'est remboursé ça par la sécurité sociale, toutes ces opérations pour, de reconstruction? Ouais, alors,
pas pour tout le monde malheureusement, mais la plupart, on a, ce qu'on appelle le 100. Mmh. C'est les grands brûlés sont reconnus comme une affection de longue durée. D'accord. Donc tu peux être pris en charge à C'est 100 la LD, pour c'est les ça? soins. Voilà. Ouais. Donc mais comment, ceux qui n'ont pas accès à la sécurité sociale ou tout ça, il y a quand même de la précarité, Mmh. qui fait qu'il y a des gens quand même qui n'ont pas accès à tous ces soins et tout. Mmh. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et Et donc cette association, tu l'as créée, tu avais quel âge? et donc et ben, l'association, je l'ai créée en 2013 quand je suis allé voir Françoise Firmin. Mmh. Je suis retourné la voir parce que j'avais une petite cicatrice qui s'infectait là et donc elle m'a fait une petite chirurgie, locale et en parlant, je lui racontais un peu, ma vie, que je venais de vendre ma société, que j'avais, retrouvé, Sophie que j'avais pas vue depuis, 20 ans, que tout ça. On va en Elle me parler dit après, on tease un peu, mais voilà. Et elle me dit, «Ah, ce serait bien que tu témoignes, pour aider les grands brûlés, pour leur donner de l'espoir et tout ça». Bah, je lui dis: «Ouais, pourquoi pas, je sais pas». Puis là, je réalise que moi, j'en ai jamais vu, en fait, donc et ça je t'avait d'ailleurs jamais traversé l'esprit de témoigner? non, OK. non, et c'est le cas de beaucoup de et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé l'association. C'est que en fait, comme tout le monde cache un peu ses cicatrices, Mmh. ben, on se croise pas. Mmh. Voilà, c'est nouveau d'avoir une Julie Bourges qui, nous montre, ses cicatrices tous les jours, c'était pas, c'était pas le cas, Mmh. il y a 30 ans, il y a tout ça et du coup, hem, je suis allé voir sur internet, ce qu'il y avait comme information et je suis tombé juste sur 2 chiffres. Il y a 400 000 personnes qui se brûlent chaque année, Ouais, ce qu'elle dont disait. 8 000 qui sont hospitalisés. Et donc, je me suis dit: «C'est bizarre quand même» parce que moi, j'ai été brûlé en 1973, ça se voit encore. Mmh. Donc quand tu es brûlé, ces chiffres-là, ils se cumulent. Mmh. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont Bien des sûr. cicatrices. Et j'ai dit: «C'est quand même bizarre que je n'en vois pas» et donc j'ai rappelé Françoise et je lui ai dit: «Bah, est-ce que tu peux me présenter des patients à toi? Parce que franchement, moi, j'en connais pas, je vois pas qui je pourrais aider, quoi». Mmh. Et j'ai fait des rendez-vous avec, des brûlés et là, j'ai découvert, en fait, qu'il y avait un monde parallèle au nôtre. Et d'ailleurs, est-ce que parce que tu disais que tu voyais pas de grands brûlés, est-ce que toi, ça t'a fait bizarre aussi de peut-être, ou ça t'a confronté de voir d'autres grands brûlés, brûler peut-être différemment et cetera? Ah ouais, ouais, ouais. Alors, c'est là alors ça a un côté positif aussi, c'est que des fois, tu relativises ce qui t'est arrivé. Mmh. Parce que tu te dis: «Ah oui, moi, finalement, j'ai eu de la chance». Mmh. Tu vois? Parce que tu en as qui sont, plus brûlés que moi, Mmh. et donc tu te dis: «Ah ouais, OK, hein». Tu as qui ont eu des amputations, comme tu disais, au début, voilà et donc tu relativises. Mais surtout, ce que j'ai découvert, c'est que, et ce qui n'était pas mon cas, en fait, c'est que beaucoup cachaient leurs cicatrices. Donc tu as ceux qui sont brûlés sur des parties qui ne se voient pas, hein, tout ça, donc eux, ils en parlent jamais. Mmh. Ils vivent leur vie, mais tu le sauras que si, ils doivent aller absolument à la piscine, à la mer ou avoir des relations sentimentales, Mmh. tu vois? Voilà et puis, Et sentimental est un peu plus approfondi, on peut le dire, hein? c'est exactement ça. Et puis, tu as, ceux qui sont comme moi brûlés sur ce qu'on appelle les parties sociales du corps. Mmh. Bah, pour eux, il y en a beaucoup, Ah, c'est marrant de soit dire ça, qui dis s'isolent, ça c'est ça qui m'a choqué. Moi je m'imagine pas rester enfermé, tu vois? Donc soit qui s'isolent, soit qui cachent leurs cicatrices. C'est-à-dire Mmh. que dès qu'ils sortent, ils vont mettre un chapeau, une écharpe, tu vois? Et vraiment tu les croises dans la rue, tu sauras pas qu'ils sont brûlés, Mmh. tu vois? Et c'est marrant parce que toi, tu parles de partie, sociale et je trouve, tu vois, ça signifie beaucoup de choses finalement. Ouais, c'est exactement ça, comment c'est que, du coup, il y a un cercle, un peu vicieux qui s'instaure, c'est que tout le monde cache ses cicatrices. Mmh. Du coup, personne en voit et le jour où tu en vois un, bah, là, tu te dis: «Punaise, qu'est-ce qui lui est arrivé?» quoi, Mmh. tu vois? Et donc tu as souvent une réaction un peu, tu vois, choquée, tu vois? Voilà et c'est ça qui fait que, comment je me suis dit: «Faut faire quelque chose». Déjà, faut qu'on en voit plus Ouais, des personnes faut brûlées, les ce qui fait visibiliser. que
quand tu en verras, ben, tu diras: «Bah, oui, il est brûlé» et puis, voilà, tu vois? Tu seras moins dans ça montera moins dans la tension, quoi. Donc c'est ça l'objectif de l'association et j'ai créé une communauté au tout début Mmh. pour, parce que je savais pas quoi faire, en fait. Mmh. Tu vois? Tu dis: «Mais ils ont besoin de quoi?» Tu les connais pas, tu Ouais, les vois pas, parce que c'est ce que j'allais te demander, comment concrètement tu les aides aussi? bah, ouais, bah, d'abord, on a créé une communauté. Mmh. Donc, petit à petit, Ils parlent avec entre eux? des petites pubs, des spots de sensibilisation, on a fait connaître l'association. On a fait connaître surtout le groupe privé Facebook dans lequel les brûlés viennent et échangent entre eux, se donnent des conseils, s'entraident, se soutiennent moralement et tout ça. Et déjà, ça, c'est le gros service que propose l'association. C'est déjà, vous n'êtes plus seul. Mmh. Et est-ce que tu peux justement en profiter peut-être pour donner le nom du groupe Facebook si on veut te retrouver? Eh ben, en fait, il faut aller sur la page, de l'association, la page Burns and Smiles Mmh. et il y a un bouton qui permet de cliquer pour aller sur le lien. Pour Ça rediriger. s'appelle la communauté Burn and Smile. OK, donc on Voilà. retrouve, si on On tape sur un moteur retrouve, de recherche, ouais, ouais, ouais. Alors bon, je suis désolé, c'est en anglais et tout, voilà, mais je voulais différencier un peu heu, ça, mais pour le normalement, on nom tu arrive à parles? trouver les gens arrivent à trouver assez Oui. vite la communauté. Ouais. Mais d'ailleurs, ça se trouve, même sur le moteur de recherche, tu mets association Grand Brûlé en Ouais, France, ouais, ouais. tu as des chances certainement Ouais, de tomber ouais, sur la ouais, tienne. ouais, Mais je ouais, trouve ça bien d'en parler parce qu'on ouais. sait jamais si voilà, quelqu'un tombe sur la vidéo Ouais. et c'est un peu le but aussi de tu vois, du projet Confidence, c'est de Bah, on aimerait bien visibiliser. que la communauté grandisse parce que, c'est difficile d'expliquer aux gens qu'il y a 400 000 personnes qui se brûlent chaque année, tout ça et puis que finalement on n'est pas capable de montrer une communauté Mmh. où il y a du monde. Du coup, c'est difficile de lancer des actions. Voilà, on avance, mais on avance plus lentement parce que notre communauté est pas assez, Mmh. encore, dynamique. Et justement, comment les gens qui sont pas concernés, ils peuvent peut-être, t'apporter, un soutien, une aide, que ce soit au travers de l'association ou à l'extérieur de l'asso d'ailleurs? Eh ben, en fait, ce qu'on demande dans un premier temps déjà, c'est, s'ils connaissent quelqu'un qui est brûlé, eh ben, c'est de lui Lui en faire, parler? voilà, de lui faire savoir qu'on existe, qu'on est là. Donc de partager nos posts sur les réseaux sociaux, de discuter, de l'asso. On a besoin d'un soutien financier parce que, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à faire, Mmh. que ce soit, à l'hôpital, dans les centres de rééducation et ensuite pour accompagner les brûlés dans le retour au quotidien. Mmh. Donc il y a beaucoup de choses beaucoup d'actions à financer. Donc ça, c'est les 2 grandes, actions que les gens peuvent faire. C'est vraiment de faire connaître l'asso auprès des personnes qui sont brûlées et puis de faire des dons aussi. Mmh. Les dons sont Et j'imagine aussi que maintenant que ton association, elle est devenue un peu référente, tu es sollicité, peut-être aussi justement d'aller, au chevet de personnes nouvellement brûlées et peut-être de les orienter, pour la Oui, suite? donc ça, c'est vraiment l'objectif là des semaines qui viennent, c'est nommer des ambasmilers, Mmh. qu'on les a Donc appelés des ah c'est ambasmileuses bien. et des ambasmilers, pour pouvoir être au plus près dans les hôpitaux et dans les centres de rééducation parce que on s'est rendu compte que la meilleure personne, pour venir aider un grand brûlé, bah, c'est presque celui qui a vécu un peu la même chose. Mmh. On se C'est le comprend, partage d'expérience. voilà. Et si tu me dis, «Ah ça me démange, j'ai des démangeaisons», moi je pense, savoir ce que tu vis Mmh. parce que j'ai vécu la même chose, tu vois? Et voilà, si tu me dis: «Les regards me pèsent», ouais, Je sais je ce que sais c'est. et voilà et en fait, je l'ai vu dans la communauté, le fait qu'on discute entre nous, on voit assez vite, t'as pas besoin d'expliquer avec 10 000 mots, on sait ce que tu vis parce que on a vécu la même chose. Mmh. Et donc quand tu poses une question, quand tu as un doute et tout ça, tu as 20 réponses, tu vois? Tu as du monde, des gens qui vivent la même chose que toi. Ce sont pas des soignants, ce sont pas des aidants et tout ça, ce sont vraiment des gens qui sont passés par ton parcours Mmh. et qui sont allés aux étapes, suivantes, et ça, c'est très efficace. Et est-ce que tu as un ou peut-être plusieurs faits, enfin
où tu as senti que vraiment l'association, elle a eu un impact pour quelqu'un? Est-ce que tu as des faits marquants ou des choses qui t'ont un peu bouleversé émotionnellement? Ouais, bah, le dernier, moment qui m'a bouleversé, c'est qu'on a organisé un smile camp, comme on dit pour les enfants. On a organisé un week-end parents-enfants. On a accueilli, à La Roche-Posay un groupe d'enfants brûlés avec, des frères et sœurs. Mmh. Et à la fin du week-end, bah, il y a des enfants qui m'ont pris dans leurs bras, qui étaient vraiment contents. Mmh. Et surtout, en un week-end, j'ai vu des enfants qui étaient un petit peu timides, un peu réservés, qui Qui se sont sont, tu ouverts. vois, qui sont vraiment, j'ai senti qu'ils s'étaient ouverts, Mmh. tu sais, et je sais qu'en repartant chez eux, bah, je dis pas qu'on a résolu tous les problèmes, mais en tout cas, ils ont fait un pas en avant. Et franchement, ça m'a beaucoup touché, Mmh. et ça m'a convaincu qu'on était sur la bonne voie. Il reste plein de choses à faire, hein, ça, il y a pas de souci, mais on sent que c'est efficace. Mmh. C'est efficace. Rien que déjà de, tu vois, les enfants qui discutent entre eux. Tu peux pas faire ça à l'école avec les autres enfants. Ouais. Mais là, tu dis: «Ah, tu été brûlé comment toi?» «Ben, moi, j'ai eu ça, tac, tac». Un Ouais. peu comme quand tu t'échanges les cartes Panini, tu vois? De foot et tout, à laquelle c'est ça. Ben, là, c'était un peu ça. Et franchement, c'est touchant, Mmh. et tu sens que ceux qui sont un petit peu plus, débrouillards et tout ça, ils tirent les autres vers le haut. Et quand tu repars d'un événement comme ça, bah, tu es transformé. Moi, il y a des parents qui m'ont dit, «Ah bah, ouais, ça Ouais, c'est ils ont hâte gratifiant. d'y retourner, quoi». Ouais, c'est chouette. Hein. Et justement, quand tu crées des événements comme ça, tu as besoin de bénévoles ou ça se passe comment quand Eh tu ben, on a besoin de bénévoles, bien sûr, mais surtout de financement. Ça, c'est malheureusement, oui, le j'apprends nerf de la rien à guerre? personne là-dessus, mais quand on organise des événements comme ça, c'est très coûteux. Mmh. Voilà, donc petit à petit, on essaye de convaincre les grands groupes, les grandes marques de nous aider, Mmh. mais c'est vraiment le gros du travail, quoi. C'est On le trouver ra des financements. on peut le rappeler aussi, toi, tu es basé sur Paris. Ouais. D'ailleurs, on va en parler, parce que tu vis là-bas, tu as ton institut, on va en parler après. Mmh. Bon, j'ai fait, une erreur dans cette interview, c'était que tu sais, j'ai pour habitude de demander une confidence à la personne que je reçois. J'ai oublié de le faire parce que j'étais pris directement dans la discussion, donc je l'avais un peu dans un coin de ma tête. Est-ce que tu as une confidence peut-être à nous partager? Une confidence, Un moment, un voilà. moment, ouais, bah, ce que je le moment que j'aime, partager, parce que c'est vraiment un des moments forts de ma vie. Mmh. hem, C'était, il y a quelques années maintenant, mais tu sais, moi, ma vie, mon quotidien, c'est d'être regardé. Mmh. Tu sais, je suis le Kylian Mbappé de Tu beau des gosse surtout. tu vois? Je me sens vraiment une star. À chaque fois que je sors, il y a les regards, les regards. Ça te saoule à un moment donné, et tout ça, c'est Ouais, pas des fois, ça doit toujours être facile. pesant. On s'y habitue pas, hein, mais on est obligé de le prendre en compte. Mais il y a eu un moment où là, j'ai vraiment été, Au summum? au niveau du stress, ça a été énorme. Je suis allé à Barcelone avec, des copines, des amis, tout ça, et à un moment donné, on a décidé d'aller se baigner. Et la plage de Barcelone, c'est une plage où il y avait beaucoup de monde, et ce jour-là, particulièrement, c'était mais noir de monde. Il n'y avait pas un mètre carré de libre et tout ça. Donc on a mis nos serviettes tout en haut de la plage, Mmh. et puis on est descendu pour, se baigner, tout ça. Voilà, on a joué de ça, et à un moment donné, il a fallu ressortir de l'eau. Et quand je suis ressorti et que j'ai levé les yeux, j'ai vu des centaines de gens me regarder. Mmh. Et là, tu dois remonter, tu sais que ta serviette, elle est tout là-haut Et de toi, la plage, et tu marches et tu sens tous les regards, tu vois, des gens et tout ça. J'ai eu l'impression que ça avait duré une éternité, et puis toi, en plus, à ce ça. moment-là, tu arrives pas à en faire fi, C'est quoi. Ouais, et pourtant j'étais préparé au regard, mais là, il y avait tellement de gens qui me C'était combien regardaient. de temps ça? C'était Ça, c'était, en c'était 2011-2012, un truc comme ça, Ouais, tu donc tu vois? avais quand même, Ça, t'étais c'était, tu ouais, avais ouais, déjà, c'était, expérimenté, on va dire, ouais, le tu vois? J'étais quand même, le regard, c'était pas un truc que je découvrais, tu vois? mmh. Et oh là là, mais là, il y avait tellement de monde qui me regardait que Mais des fois, franchement. est-ce que tu penses que c'est de la, c'est parce que je me pose toujours la question, je me dis: «C'est pas toujours méchant», mais c'est vrai que ça reste pesant et je transpose parce que moi, je le vois. Je me souviens avoir été au lac d'Annecy et ça m'est arrivé aussi à la plage. Alors pas énormément parce que bon, déjà, faut en trouver, mais Mmh, tu sais, dans les tirs à l'eau, tu sais, c'est un espèce de ouais. truc bleu avec des grosses roues pour t'emmener jusqu'à l'océan ou la mer ou le lac et en fait, on te met dedans et moi, c'est pareil, genre, tu vois le regard
Et je sais que c'est pas malveillant, mais à la fois, genre, des fois, ça peut être pesant de fou, quoi. Ah ouais, moi il y a des jours où ça me saoule vraiment. Mmh. Je gère, hein. C'est-à-dire si par exemple je suis dans le métro, que je me sens pas, bien et tout, il y a des choses qui m'ont agacé tout ça, je vais par exemple me mettre au bout du métro, au bout de la rame, de dos, de façon à ce qu'il y ait un minimum de personnes qui me regardent Mmh. et puis le jour où ça va bien tout ça, je peux être debout au milieu, Ouais. ça voilà. Moi j'ai identifié 3 types de regards. Il y a 90 des gens sont des gens qui te regardent de manière, un peu curieuse, vite fait, tu vois? Qu'est-ce Mmh. qui lui est arrivé? Puis ils passent à autre chose. Mmh. Tu as 9 des gens, ce sont des gens qui sont maladroits. Ouais. C'est maladroit, c'est vraiment des gens qui te regardent, qui te fixent, mais tu vois, tu as beau faire quoi que ce soit, ils te fixent, tu vois? Ils hallucinent, quoi, tu Ouais. vois? Et ces gens-là, c'est malheureux parce que tu peux rien leur dire parce que tu sens bien que c'est pas méchant, Ouais. mais mais par contre, ils attirent les regards des autres parce que, comme ils sont comme ça, les autres me regardent, le regardent, tu vois? Donc ça crée une scène qui fait que, bah, tu vois, voilà, c'est toujours un peu gênant Mmh. et puis tu as 1 des gens, ce sont des gens qui sont, méchants. Tu as des OK. vrais gens méchants, dans l'espace public. Ah ouais? Ça c'est dur. Toi, t'as des Heu t'as des exemples à donner de trucs comme ça? Bah, en fait, moi, j'ai pas vécu, tu vois? Moi, j'ai vécu, par exemple, des gens qui se marrent, quoi, tu Mmh. vois? Ils disent: «Ah, tu vu la tête qu'il a et tout ça», voilà. Mmh. Mais, il y a des personnes de la communauté qui m'ont rapporté des anecdotes beaucoup plus dures, Mmh. du style, quelqu'un qui me dit dans le métro, la personne à côté qui dit, «Ah bah, ça sent le cramé ici». Ouais. Tu vois? Bon, bah, ça, c'est plus violent encore, Mmh. que les ricanements et tout. Non, dans la communauté, on a des anecdotes, on sent que, c'est pas toujours facile. T'en as pas beaucoup, mais le problème, c'est que quand tu vis une scène comme ça fait des dégâts. Ouais, ouais. C'est que là, tu te dis: «OK, je suis vraiment un monstre», tout Mmh. ça et si tu es fragile psychologiquement, bah, tu t'isoles. Mmh. Tu te dis: «Attends, j'arrête, je vais pas revivre ça». Tu vois? Et c'est pour ça que c'est très peu de personnes, mais faut vraiment arriver à les gérer, quoi. Mais à la fois, tu vois, je trouve aussi, pareil, tu vois, je le vois avec le fauteuil, le fait de faire face à ces regards et de t'affirmer, en fait, face à l'adversité, aux épreuves, aux regards, et finalement un peu aussi aux écueils auxquels on peut faire face dans la vie. Je trouve que c'est aussi des fois un moyen de s'affirmer nous-mêmes et de prendre confiance Ouais, parce que, bah, on y est tellement confronté qu'on est obligé de se blinder, quoi. exactement, exactement, mais c'est pas facile à faire. Ah, bah, je dis pas que c'est facile, hein, clairement. Voilà, de s'affirmer comme ça. Moi, des fois, je m'amuse hein, de regard. Quand je vois quelqu'un qui est bête, qui est méchant et tout ça, je vais le regarder comme s'il était un monstre. Tu vois, je vais lui faire un effet miroir. Tu vois, tu vois. Et du coup, la personne, elle est gênée. Tu vois. Et voilà. Et puis en plus, les autres sont pas dupes. Donc, tu vois, tout le monde joue le jeu dans l'espace public. Mais c'est pas facile. C'est pas Tu facile, vois, ouais. c'est pas quelque chose que j'ai fait comme ça. Il faut avoir de la confiance en soi, ça s'acquiert petit à petit. Mmh. Faut tester des choses, faut avoir un peu de répartie. Mmh. Voilà, et c'est pas donné à tout le monde. Voilà, mais en tout cas, il y a des solutions. Mmh. Il faut gérer ces gens, il faut arriver à s'imposer. Comment pour Parce qu'une fois qu'on a passé ce cap, après, bah, les gens ils vous respectent et puis vous pouvez faire votre vie normalement, quoi. Mmh. Et justement, toi, t'as as quand même, bah, expérimenté la vie. Maintenant, tu as 55, tu m'as dit, hein? 55, ouais, 55. punaise. Mais c'est bien, on a beaucoup à apprendre de toi, justement, de ton expérience de vie. Et justement, sur, le format confidence, j'ai envie que tu nous partages, certaines citations qui vont driver un petit peu, justement, ta pensée. Donc, Laurent, est-ce que tu as des citations qui, je sais pas, tu en as peut-être une, 2, 3 à nous partager, Bah, en qui drive fait, un peu ton bah, quotidien? moi, des fois, je vois des citations qui passent de gens, voilà, qui ont dit des choses et tout, puis ça me dit: «Ah ouais, ça me parle» et tout ça, mais je les retiens pas forcément. Là, ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a une sur lequel, qui représente un peu ça résume pas ma vie, mais c'est quelque chose d'important pour moi. Je crois que c'est Martin Luther King qui dit, «Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Mmh. Croyez en vous, ils se réaliseront assurément». Mmh. Et je pense que c'est important, lorsqu'on on a une particularité.
c'est pas lié qu'au brûlé, hein, tout ça, mais je pense que c'est important de croire que on peut vivre une vie épanouissante. Mmh. C'est vraiment quelque chose, il faut que ça rentre dans la tête ça, parce que c'est le point de départ de plein de choses. Donc j'aime bien cette citation pour ça, quoi. On a tous des rêves. Moi, j'ai discuté avec une personne qui est brûlée. Elle me disait qu'elle voulait être, conseillère, chez Sephora, conseillère beauté, mais pour elle, c'est une vraie envie, hein, Mmh. c'est ça. Et ben, comment elle se disait qu'elle n'y avait pas droit. Parce que, bah, conseillère beauté alors qu'on est Alors que ça veut brûlé, rien dire. voilà. Bah, voilà, c'est je lui ai dit, «Non, non, faut croire en ses rêves, faut, quand surtout quand on en a, hein, voilà et je pense que ça, c'est important». Ouais, et je trouve ça bien parce que tu vois, ça me rappelle une interview aussi avec Elisabeth Chungi où, tu vois, c'est un peu une pionnière dans plein de choses qu'elle a faites et en fait, il faut être aussi un peu pionnier et peut-être que c'est aussi ça, son peut-être son but. C'est au-delà du travail qu'elle veut exercer, c'est que, bah, si elle va de l'avant et qu'elle arrive à s'imposer et à montrer que, bah, ouais, en fait, tu peux être grand brûlé et Ah travailler oui, n'importe où, ouais. bah, le voilà, je trouve qu'il y a un message puissant derrière. Oui, parce que moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut effectivement que la société, elle évolue, mais il faut que aussi ceux qui ont des particularités fassent un pas vers Bien les sûr. gens, tu vois? Parce que sinon, s'il n'y a pas des pas qui sont faits des 2 côtés, ça ne marche pas et je pense que c'est important que, les personnes voient, des personnes qui ont des cicatrices sur le visage, dans plein de situations normales, Mmh. tu vois? Comme ça dédramatise beaucoup les choses et ça permet plus facilement à tout le monde de passer à autre chose et Mmh. de voir la personne, heu, au-delà de ses cicatrices. Mmh. C'est qu'au bout d'un moment, on va voir ses cicatrices, mais après on va voir son conseil, on va voir son métier, son expertise, tout ça et ça, c'est un processus qu'il faut mettre en œuvre, et plus on sera nombreux à le faire, Mmh. bah, moins les suivants auront besoin de faire d'efforts pour le Ouais. faire. Voilà. Et puis on voit sa beauté intérieure et la transition est encore toute trouvée. C'est que, bah, quand tu vis dans la différence comme ça, bah, ta confiance en toi, on en parlait, elle peut être impactée, ça peut être difficile et cetera. Comment tu as vécu, toi, par exemple, ta relation, aux femmes, pendant, bah, toute la période juste à temps que tu rencontres Sophie et on va en parler parce que ça nous intéresse? Heu, et ben, figure-toi que, heu, je dis toujours qu'on a droit à tout, mais, dans ma vie, il y a un moment où j'ai eu l'impression que j'avais pas droit à quelque chose. C'était l'amour, Mmh. tu vois? Hem, En fait, quand tu es jeune, tu es au collège et tout ça, il y a les premières amourettes qui se dessinent et tout et moi, forcément, j'avais, des amis et notamment une, une collégienne qui était une des plus belles filles du collège, comme on dit, en tant que mec, voilà. Et, donc, j'ai essayé de sortir avec elle et elle m'a répondu: «Mais tu veux qu'on sorte ensemble, mais tu as vu la tête que tu as?» Oh! Et, ben, figure-toi que sur le coup, je me suis dit: «Ah, elle a raison, franchement, t'as vu ma tronche?» Les copains de la classe, ils sont quand même beaucoup plus beaux que moi et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve, souvent, c'est que on donne, du crédit à ceux qui, nous expliquent que, on n'a pas droit à quelque chose. Mmh. Et c'est et j'ai mis du temps avant de retrouver confiance, sur ce sujet-là, sur les relations sentimentales. En fait, pendant le collège et puis le lycée, j'ai eu l'impression de vivre un peu, en parallèle des copains, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on faisait plein de choses ensemble et tout ça, mais sur, draguer les filles ou, tout ça, moi j'étais sur une voie, un peu parallèle, tu vois? Où il y avait rien qui se passait, tu vois? C'était un peu la voie de garage. Et donc, bah, j'avais des copains qui étaient, dragueurs et tout ça et je les accompagnais, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré, Sophie puisque, C'était ma question elle m'a suivante. été présentée par un copain à moi. Donc, voilà, c'est pas moi qui suis allé la chercher et voilà, mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à me dire, Que tu y «J'ai arriveras. droit à l'amour», Mmh. tu vois?
Parce que tu as tes propres, voilà, tu as tes propres, idées, tout ça. On reste quand même des êtres humains, et je me dis: «Bah, ouais, quelque part, sortir avec quelqu'un qui est défiguré, pas simple, quoi». Mmh. Tu vois? Donc tu t'auto, Tu comment, t'auto-sabres? censures, tu vois? Ouais. Tu t'auto-handicapes, tu voilà, tu Et ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es avec Sophie? et bah, figure-toi qu'on a eu un parcours un peu particulier puisqu'on est sortis ensemble, de 19 à 23 ans pendant 4 ans. Ensuite on s'est séparés, pendant 21 ans sans contact, sans rien et tout, et on s'est retrouvés un peu par hasard, et là, ça on a démarré vraiment notre vie ensemble en 2013. Incroyable. Voilà, et donc maintenant, cumulé, bah, ça fait, voilà, jusqu'à 15 ans maintenant qu'on est ensemble. Et donc tu disais, c'est un copain qui vous a présenté à 19 ans? Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Parce qu'on aime bien nous les belles histoires. Ouais, bah, ouais, 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 bah, c'est le copain, comment, plutôt mignon, plutôt sympa et tout. Voilà, et comment du coup Sophie était dans le même groupe, d'amis, on sortait, tout ça, donc elle a eu le temps de, comment, de voir comment j'étais, que j'étais assez, naturel, normal, que j'allais en boîte de nuit, que, j'allais au resto, tout ça, et c'est comme ça petit à petit qu'elle a appris à me connaître, et c'est elle qui a fait le premier pas, comment, OK. quand on est sortis ensemble, ouais. Parce que j'allais dire qu'est-ce qui te plaît chez elle, mais j'ai aussi envie de savoir, tu vois, peut-être, enfin, vous en avez certainement parlé, qu'est-ce que elle a pensé de toi et qu'est-ce qui lui a plu chez toi aussi? Bah, je lui ai posé plusieurs fois la question. J'ai jamais été vraiment, comment elle le sait, hein, j'ai jamais été vraiment, parce que des fois tu te dis: «Mais attends, voilà, elle sort quand même avec quelqu'un qui est brûlé, hein, tout ça», Mmh. et je lui ai posé la question. En fait, ce qui pour elle, elle dit assez naturellement que c'est mon caractère, voilà, un peu d'humour, voilà, elle le définit pas précisément, mais c'est la personnalité au-delà des cicatrices. En fait, elle ne voit pas les Mmh. cicatrices, voire même, comment, il y a des avantages. Moi, je dis toujours quand on a une particularité, il faut chercher les avantages. Moi, typiquement, j'ai une peau Toute toute douce? douce, tu vois? Je me rase pas là, tu vois? J'ai pas de problème, et c'est tout doux, OK. tu vois? Donc Et voilà, ça c'est le lui a petit plu alors? côté, hein? Et ça lui a plu alors? Ouais, 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 Et toi, c'est quoi qui t'a ça plu chez elle alors? c'est ah ben moi, c'est vraiment sa douceur. Mmh. C'est, comment, en fait, quand tu es brûlé, ton corps, il te renvoie, toutes les sensations, les émotions, sont un peu exacerbées. Quand tu es brûlé sur 60 du corps, moi, je suis assez sensible à la douceur et à la brutalité, donc sous toutes ses formes. Mmh. Tu vois? Ça va être quelqu'un qui me parle, quelqu'un qui fait des gestes, brusques, tout ça. Et voilà, Sophie, elle représente beaucoup pour moi la douceur. Mmh. J'adore quand ses mains quand elle me touche, en fait. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est, comment, qui me fait du bien, et puis après, bah, c'est sa personnalité, voilà, on est assez raccord sur plein de sujets, on voit assez vite, même si des fois on n'est pas d'accord, on chipote, mais globalement, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon âme sœur, quoi. Mmh. Ouais, Ouais, c'est voilà. c'est 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 beau et puis j'imagine que ça t'a aussi, bah, certainement aidé à 19 ans dans ta construction aussi en tant que Ah dans oui. ton identité, en tant qu'homme, en tant que, ton rapport bah, aux femmes, à la séduction et cetera. Puis Oui, la parce que, confiance. ben, en fait, tant que tu es tout seul, c'est déjà le cas pour ceux qui sont pas brûlés ou qui ont pas de handicap et tout ça, mais quand tu es tout seul, quand tu es célibataire, les gens, ils se posent des questions. Mmh. C'est cette fameuse pression sociale et tout ça. Mais alors si en plus, tu es brûlé, on se dit: «Bon, ah, il va jamais y arriver, il Mmh. va», tu vois? Et les gens se posent des questions et tout, et lorsque, tu es et je le vois dans l'espace public, en fait, dans le regard des gens, tu vois, les gens, ils regardent, ils disent: «Est-ce qu'ils sont ensemble? Ils sont pas Ouais. ensemble?» et tout ça. Quand on voit quelqu'un qui fait ça, en général, Sophie, elle m'embrasse pour vraiment envoyer le message, tu vois? Comme quoi: «Si, si, on sort bien ensemble», et tu te rends compte que comment, ça te donne, une posture, c'est un atout de plus dans la confiance en soi, d'être en couple. Mmh. C'est parce que,
c'est malheureux, hein, de dire ça, mais voilà, tu es un peu plus normal, tu vois? Mmh. Et Tu comment peux avoir et la même vie que tout le monde finalement. voilà, exactement. On ne devrait pas être comme ça, mais voilà, innocemment, tu vois, tu te dis: «Bon, voilà, j'ai une femme, je suis marié», ça te donne quand même, du tonus, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment, négatif que tu as vécu justement sur le fait de peut-être un jour être avec Sophie quelque part, dans un lieu public? Bah, le comment les c'est certains regards, hein, alors c'est pas vraiment négatif, mais c'est les des regards, Mais tu comment pas eu qui d'expérience où tu as eu non. des remarques, Non, parce que, comment plus tu vas avoir une attitude normale, mmh, moins les gens vont oser ouais, c'est je t'attaquer, suis d'accord. tu vois? Voilà, et donc le fait d'être avec Sophie me donne encore plus, Ce sentiment-là? d'aisance et de tu vois? Ça, et non, je j'ai pas eu d'expérience, comment à part les regards, tout ça, mais non, j'ai pas eu d'expérience négative, Et peut-être, au contraire, une expérience positive où quand vous étiez tous les 2 tu as eu, je sais pas, un mot ou quelque chose d'une personne, Bah, j'ai, comment, souvent, quand on est ensemble, Sophie, c'est son truc, hein, elle dit que j'ai un avantage relationnel, mais souvent quand on est ensemble, il y a de la sympathie, il y a de la bienveillance, mmh, et ça nous permet d'avoir, toujours comme dirait, Artus, un petit truc en plus. ouais, Bah, nous, ça va être, par exemple, si tu vas au restaurant, les gens, ils nous reconnaissent, ils se rappellent de nous et tout ça, donc même s'il y a pas une table, ils ouais, vont, se débrouiller pour essayer de nous trouver une table, tout ça, donc voilà, dans notre quotidien, il y a il y a de la beaucoup bienveillance. de voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour vis-à-vis de nous, de part des gens qui sont pas de notre famille ou ça, hein, c'est vraiment Mmh. des, Ouais, des même des fois des inconnus. du Ça ouais. brise un peu la glace. Moi, Mmh. je te partage une anecdote, du coup, aussi, parce qu'elle me vient en tête et tu vois, moi, j'étais avec, mon ex, on était à La Réunion Ouais, et tu vois, j'avais trouvé un truc qui était, trop mignon, c'est qu'elle était sur mes genoux, donc voilà, on était en train de se faire un câlin et tout et j'ai des jeunes qui m'ont pris en vidéo, en fait, derrière, pendant qu'on était en train de se faire un câlin. Il y avait le coucher de soleil et bah, du coup, ils sont venus nous voir après en disant: «Bah, voilà, on a pris cette vidéo, on aimerait bien vous l'envoyer, vous êtes trop mignons et tout» et je trouvais ça trop chouette, tu vois? ouais. Et je trouve que justement, je trouve que ça peut être un moyen de briser la glace plus facilement Oui, oui. et de créer du lien, en fait, aussi beaucoup plus facilement, finalement. Donc je me Ouais, retrouve bah, nous beaucoup dans ton discours. ouais, bah, nous aussi, on a eu une anecdote un peu comme ça, où il y a des jeunes qui sont venus nous voir, on dansait sur la piste, voilà, et il y a quelqu'un qui a dit: «Ah, bah, j'aimerais bien que mes parents soient comme vous». Ah ouais? Donc ouais, 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 donc ça Ah, nous a c'est beau. vraiment touchés, voilà. On dit, bon, on n'est pas vieux, tout ça, mais en fait, le fait qu'on soit à l'aise, sur la piste de danse et tout, ça les a beaucoup touchés. Mmh. Et donc tu disais, donc vous êtes restés de 19 à 23, vous êtes séparés Ouais. et qu'est-ce qui a fait que 21 ans après, vous vous êtes remis ensemble? Eh ben, c'est complètement par hasard, c'est la magie d'internet, du numérique, tout ça. Complètement par hasard, je cherchais à reprendre contact avec, une autre copine qui m'avait envoyé un message sur un site que je ne connaissais pas, un site d'anciens étudiants, Mmh. et une fois que je suis rentré sur ce site, je me suis dit: «Tiens», parce que j'avais jamais oublié Sophie, je me Mmh. suis dit: «Tiens, peut-être qu'elle est sur ce site-là», et je suis tombé sur un profil qui ressemblait, Le à sien? elle. J'étais pas sûr, donc j'ai jeté un peu une bouteille à la mer. J'ai dit: «Bah, voilà, c'est Laurent et tout ça. Si c'est toi», puis pas de réponse. Bon, OK, et puis 10 jours après, je reçois un mail en me disant: «Oui, c'est bien moi», tout ça, et en fait, elle était pas très connectée à cette époque-là, et là, elle avait lu ses mails, et elle m'avait répondu, et donc on s'est revus, avec un peu d'angoisse au début, hein, parce qu'il y a 20 ans, Attends qu'ils sont collés, ouais. d'écart et tout, et en fait, on s'est rendu compte en se revoyant qu'on s'était jamais vraiment oublié, Mmh. tout ça, et c'est reparti, vraiment, comme si, Comme si vous étiez jamais quittés. voilà, comme Putain, si c'est on s'était incroyable. jamais quitté, tu vois? Et c'était, vraiment, on était faits l'un pour l'autre, quoi, Mmh. et du coup, assez vite, on s'est dit que, bah, on avait perdu quand même assez de temps,
Et donc on a emménagé ensemble Vous et êtes mariés. voilà et après on s'est mariés, tout ça. Voilà. Ça fait combien de temps que t'es marié? Comment? Ça fait combien de temps là que t'es marié avec Sophie? Ça fait, 2016, on termine la neuvième année là. Incroyable. On termine, ça fera 9 ans en octobre et les 10 ans, c'est pour l'année prochaine. Incroyable, on va faire la fête. Je pense, ouais, je pense. Bah, j'espère. Trop chouette. Et en plus de ça, bon, on va aussi en parler parce que je tenais à ce que tu mettes en avant aussi l'institut que tu as créé pour Ouais. justement, qui est un petit peu différenciante d'autres instituts. Tu vas nous raconter toute l'histoire derrière parce que bah, tu as fait aussi le pari de créer ça avec Sophie. Mmh. Donc c'est quand même pas rien de faire un tel projet. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, déjà, tu vas nous dire son nom, ce que tu fais dans l'institut et de quel événement c'est venu. Ben, en fait, comment? J'étais en train de créer l'association, Mm. Burns and Smash. Donc on se posait les questions de qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux personnes brûlées et notamment à celles qui sont isolées, c'est-à-dire celles qui ont vraiment du mal à sortir et on réfléchissait à un espace, en ville où ils pourraient venir avoir un certain nombre de services, tout ça, dont des soins. Parce que moi je pense que quand on est brûlé, on a les gens qui nous touchent, c'est pour notre bien, mais c'est pas du bien-être, Mm. ça. Et j'avais découvert le fait qu'un massage bien-être sur une peau brûlée, c'est très, très Agréable. agréable. Tu vois, c'est tout ça. Donc, je voulais vraiment faire découvrir ça à d'autres personnes brûlées. Et dans cet espace de temps, quand on va en vacances avec Sophie, on va souvent se faire masser. Et là, on était dans un spa et là, on est accueillis par 2 masseuses et la masseuse qui devait s'occuper de moi, elle dit à sa collègue devant moi: «Ah non, mais là, moi, je peux pas m'occuper de lui, hein. Ah non, mais là, faut que tu le prennes, faut que tu t'en occupes parce que là, moi, je sais pas». Et je sentais, mais qu'elle était paniquée, mais horrifiée, quoi. C'est qu'elle avait peur, Mm. tu vois? Donc au final, j'ai eu mon soin, j'étais un peu, à râler dans le truc, tu vois? Voilà. Mais en sortant, j'ai dit à Sophie: «Mais, là, ça va, moi, psychologiquement, Je gère. je gère et tout ça, mais quelqu'un qui vit ça et qui est fragile, Compliqué. là, franchement, il se prend une sacrée baffe, quoi». Mm. Tu vois? Et donc, petit à petit, bon an, mal an, en discutant aussi avec, des personnes de la famille et des amis qui avaient un cancer et tout ça, une mastectomie quand tu as un sein en moins et tout, on s'est rendu compte que le monde du bien-être était pas très accessible aux personnes qui ont des particularités physiques. Mm. Et petit à petit, on a tiré la ficelle et on s'est dit: «Ah ouais, mais il y a 20 millions de Français. Si tu prends les gens qui ont un cancer, si tu prends ceux qui ont des problèmes de peau, l'acné, vitiligo, psoriasis, eczéma et tout ça, et les cicatrices de brûlure, si tu prends les handicaps moteurs, Mm. les personnes qui sont amputées, qui ont des prothèses et tout ça, ou en surpoids, gros, un handicap sensoriel, si tu es aveugle, sourd, muet, c'est ça, mais c'est super dur De de trouver. trouver un lieu où tu peux te faire masser ou avoir un soin du visage, tout ça, sans que ça soit un sujet, quoi, tu Mm. vois? Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, ben, ça serait bien qu'on le crée parce que, il y a un vrai besoin. Mm. Et au bout de donc on a créé Dulcenae, la maison de beauté Dulcenae qui est, à Paris, dans le 9e. Ça fait 7 ans bientôt là, et on se rend compte qu'effectivement, on a la confirmation qu'il y a un vrai besoin. Mm. Mm. Voilà. Et Dulcenae, ça veut dire quoi du coup? Et Dulcenae, alors dulce en espagnol, ça veut dire doux, Ouais. hein, c'est la douceur. Et dans le monde des cosmétiques et tout ça, dès qu'il y a un nom un peu à terminaison latine, c'est souvent quelque chose de scientifique. Et donc on se voyait comme les experts de la douceur, tu vois, les pros de la douceur. Ah, on C'est aime bien. Sophie qui a trouvé le nom. C'était pas simple en fait de trouver un nom, hein. Quand on crée une société, c'est bête, mais on peut avoir tout fait. Puis au moment d'immatriculer la société, on se dit ah mince, j'ai pas le nom. Et le nom est pas toujours facile à trouver parce que il faut pas que ce soit pris et tout ça. Donc c'est Sophie qui a trouvé ce nom. Pas facile à prononcer, mais voilà, mais qui représente bien qui nous sommes, quoi. Et ça fait combien de temps du coup que tu as créé l'institut? Eh ben, en fait, on a l'ouverture commerciale, c'était en juillet 2018, pendant la Coupe du Monde qu'on a gagnée là.
Ah, Voilà, je me rappelle parce qu'il y avait les massages, mais on entendait les buts dans la brasserie d'à côté. Donc voilà. incroyable. Mm. Et justement, comment tu rends, ce lieu, plus inclusif, accessible, ouvert, tant par les personnes qui vont masser? Parce que tu fais que du massage ou tu fais d'autres choses? Alors, nous, on a une carte de soins qui est plus proche d'un spa. Mmh. Maintenant, on fait aussi de l'épilation, mais on fait surtout des massages et des soins du visage. Mmh. Il y a un petit peu de minceur aussi. Mais le gros de notre activité, c'est vraiment le massage et le massage bien-être et le soin du visage. Euh, comment Ça a été une vraie discussion au départ avec les pros du marketing qui nous accompagnaient, de savoir comment on allait communiquer. Parce que euh, je l'ai dit hein, souvent sur les réseaux sociaux et tout ça, pour moi, l'inclusion, c'est d'abord un concept marketing. Mmh. Pour moi, ça n'existe pas encore. Mmh. Ça arrive, ça met du temps à arriver, mais... Ça devrait être, comme Et, tu le disais, c'est un non-sujet, en fait. ouais. Et on l'a vécu au début, c'est-à-dire que c'était ouvert à tout le monde, mais il n'y avait personne qui venait. Mmh. Et en fait, les gens qui avaient pas de particularité se disaient, bah, c'est pas fait pour moi, parce qu'on leur a dit qu'on accueillait des personnes en fauteuil roulant, Mmh. bah, donc c'est pas fait pour moi, forcément. C'est inimaginable qu'on puisse accueillir les deux, tu vois. Mmh. Et donc, que des choses comme ça. Et donc, on a dû revoir notre communication pour pouvoir accueillir tout le monde avec des communications séparées, en fait. Mmh. Tu vois, voilà, pour que les gens je te jure, il y en a, tu as l'impression qu'ils ont peur de se retrouver à l'accueil de l'institut avec que des personnes brûlées dans la salle d'attente, tu vois. Voilà, Donc ouais, c'est ça. L'idée, c'est que ça accueille tout le monde, mais que tu as la particularité, effectivement, de pouvoir, en tout cas, te calquer un petit peu à la personne que tu as en face de toi. ouais, c'est que nous, Sophie a développé des protocoles en s'appuyant sur tout ce qui concerne la socio-esthétique Mmh. qu'on a découvert au tout début. Et on a des protocoles d'accueil et de soins qui tiennent compte de la particularité de la personne pour la prendre en compte, mais sans lui faire ressentir. C'est-à-dire que tu as une particularité, mais tu Tu le te f sens attendu, en fait, tu Mmh. vois. Même si tu as un chien, tu as un chien guide, ben, on a une gamelle pour le chien. Mmh. C'est pas un sujet. Le Mmh. chien, c'est pas un sujet. Tu as une perruque, c'est pas un sujet, Mmh. tu vois. Et voilà, c'est tout. On essaye de construire petit à petit nos soins comme ça, de façon à ce que on te fasse pas ressentir ta particularité. Mmh. Tu es un client comme les autres. Mmh mh. Mais par contre, on va la prendre en compte. L'équipe est formée pour tenir compte Ouais. de ta particularité et adapter le soin pour toi. Mmh. Parce que c'est pareil, ton institut, il est accessible? Il est accessible. Il Ouais. est accessible parce que bon, Alors, il y a quand même une rampe tu une amovible tu une rampe, hein, à l'entrée, ouais, à si je l'entrée. Ouais. moi, je t'ai vu, mais il y a quelques années déjà et d'ailleurs, pour la petite anecdote aussi, c'est que je crois que c'était une des premières fois que je me suis offert un moment à moi-même. Je crois que je n'avais jamais fait je m'étais jamais, pris le temps pour faire un massage, Ah, il y en a beaucoup. Hein. et je m'étais endormi parce que c'était tellement bien. Ah, J'avais fait ouais, 10 ça, je crois et Moi, le je l'ai dit, il faut en faire un par mois au moins. évidemment, Évidemment, pour le bien-être. pour le bien-être. Non, non, mais c'est chouette et justement, pour toi, comment le monde de l'esthétisme ou bah, des instituts peuvent aller vers quelque chose de plus inclusif? Ben, toute la difficulté d'un service inclusif, c'est que on voit tout de suite les surcoûts. Mmh. Je te le dis, hein, tu vois, la cabine PMR, comme on dit là, tu vois, bah, tu regardes le projet de l'architecte et tout ça, tu te dis, ah oui, ça coûte plus cher, Mmh. tu vois. En fait, tu vois pas le bénéfice, tu vois pas, pour parler vulgairement, le business que tu vas faire Mmh. en ayant cette cabine. Tu vois tout de suite les coûts. Mmh. Tu vois tout ce que tu dois mettre en place en plus. Nous, par exemple, Mais à la quand tu accueilles une personne qui est forte, mmh. il faut pas que tu lui mettes une serviette à taille normale. Sinon, c'est comme si je te mettais un gant. Mmh. Tu vois parce que la personne, elle est ça. Donc, il te faut des grandes serviettes, ça coûte plus cher. Mmh. Et tout ça fait que, il faut arriver à aller un pas plus loin, de se dire, mais si je fais tout ça, ça va être positif pour Mmh. mon activité. Mmh. Parce que nous,
eh ben, on a des personnes, des clientes en fauteuil roulant qui invitent leurs clientes, leurs copines, En fauteuil roulant. non pas forcément valides aussi, Mmh. qui ont fait découvrir l'institut, qui offrent des bons cadeaux, tu vois. Donc tout ça, toute cette activité fait que finalement, Tu t'y retrouves un c'est peu. vrai que tu as une particularité, mais tu es quand même un client fidèle, tu vois? Et au final, bah, ça nous coûte pas Mais tant que ça, tu vois? et à la fois, je suis d'accord avec toi et à la fois, bah, il y a aussi cette réalité économique, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre, l'argent. On ne fait pas de cadeaux sur le loyer, on ne fait pas de cadeaux sur, bah, les charges Mmh. fixes et cetera. Et c'est aussi des choses dont tu es obligé de tenir compte. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que justement tu as des, organismes qui vont peut-être t'aider à financer ou t'accompagner pour, justement peut-être, t'aider à soulager un coût supplémentaire si, tu rends ton institut plus inclusif, par exemple? Eh ben, tu as plusieurs obstacles. Le 1er, c'est que, pour obtenir des financements, donc déjà, faut savoir où chercher. Il faut monter des dossiers, et donc les délais sont pas forcément, compatibles avec ton projet. Bon, Mmh. voilà. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu fasses tes preuves, tu vois? Et plus tu es dans l'innovation, plus c'est dur tu vois, de faire comprendre que c'est quelque chose qui va marcher, tout ça. Donc pour Mmh. obtenir les financements, c'est pas simple. Voilà, nous avec Sophie, on a financé en propre, hein, les investissements. Donc on a eu cette possibilité, cette chance. Je trouve que on devrait amener beaucoup plus de financement pour des services inclusifs. Mmh. Mais Et puis soulager c'est peut-être la charge administrative de devoir faire des dossiers ou d'avoir ouais, des c'est ça. interlocuteurs formés aussi, tu vois? Voilà. Parce que c'est un Faut peu le que tu problème. prouves plein de choses, faut que tu démontres plein de choses et tout ça. Mmh. Voilà, faudrait un petit peu plus de fluidité, et de financement dans les financements pour ces Mmh. initiatives, sachant que on te demande de prouver, en termes d'activité, mais heureusement qu'il y a pas 60 millions de personnes en fauteuil roulant. Mmh. Mais c'est pas ce qu'on appelle vulgairement du mass market, tu Mmh. vois? Mmh mh, mmh. Heureusement qu'il y a pas, 60 millions de personnes aveugles, heureusement que voilà. Et donc du coup, quand tu veux démontrer, la, viabilité de ton activité, tu fais un peu, un travail d'équilibriste. Nous, on a trouvé la possibilité, d'avancer justement parce qu'on est inclusif et qu'on a 70 de nos clients sont des clients classiques, qui sont Mmh. valides, qui ont pas de particularité. Et ben, ça fait du chiffre d'affaires et ça permet aussi de financer, les Ouais, les soins pour les autres, tu mmh. vois? Mmh. Et d'ailleurs, enfin, ton institut là, ça fait donc, 6 ans, 7 ans, ouais, 7 bientôt ans, 7 ans. bientôt 7 ans que tu as lancé l'activité. C'est quoi le projet un peu de développement de l'activité? T'as des Bah ambitions ou En fait, on a perdu un peu de temps, en route parce que, bah, il y a eu tu le sais, Covid, tu fais des business plans, mais tu prévois pas, la grève des transports, les tu Covid? prévois pas les gilets jaunes, tu prévois pas le Covid, tu prévois pas tout ça, dans ton business plan, hein. Même si tu te dis: «Il y aura peut-être des aléas, un peu de retard», mais Mmh. tu t'es pas, voilà. Donc, c'est c'est pas facile de dupliquer. Tu vois, il faut qu'on arrive à dupliquer Sophie, qui est celle qui gère un peu tout ça. C'est pas toujours simple. C'est vrai que nous, on est très présents, sur cet institut, cette maison de beauté. Et si on en ouvre une deuxième, il faut vraiment qu'on arrive à tout dupliquer et que ça tourne en autonomie. Ouais, et puis il Donc, faut déléguer, c'est pas voilà, faut évident. déléguer, tout ça. Donc, on travaille sur la mise en autonomie de la maison de beauté. Donc là, tu aimerais, lancer un deuxième institut alors? Enfin, dans l'idée? Voilà, l'objet, c'est dans le projet, hein, d'ouvrir un deuxième, et puis après, si ça marche, un troisième et tout ça. Mais voilà, mais il y a encore beaucoup de travail. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Laurent. En tout cas, ce que je trouve très chouette dans ton parcours, c'est que, bah, voilà, on voit comment tu t'es construit, comment tu t'es affirmé, que tu as trouvé l'amour, que tu as créé une activité, qui est pleine de sens. Tu as une association, donc on peut dire que tu es vraiment un couteau suisse quand même parce que tu fais énormément de choses Merci. et je trouve ça, bah, voilà, je trouvais ça chouette de te faire venir et de te poser toutes ces questions parce que je pense que ça peut inspirer plein de monde, au-delà même des grands brûlés. C'est que
Bah, voilà, on peut être qu'admiratif de personnes comme toi qui font bouger les choses. Moi, je t'ai posé des questions. Là, on va passer à les FAQ de la commu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui t'ont posé des questions. Donc, le principe, il est tout simple. Il faut venir sur mon compte Instagram, El Marticino. Je mets un petit texte où je présente la personne, le prochain invité. Et les personnes peuvent lui poser une question auquel l'invité répond dans les FAQ de la commu. Donc, c'est parti pour les FAQ de la commu avec Laurent. Alors, j'ai eu quelques questions. Bon, pour être très honnête, il y en a eu beaucoup sur les craintes des premières relations amoureuses, tu vois, de Jade Ah oui. AUNT, comment il a vécu son enfance et adolescence quand on commence à avoir les regards insistants des enfants. Donc bon, ça, on y a répondu dans l'interview. D'où est venue l'idée de l'institut de NES22 BZH, donc ça doit être Bretagne, ça, Ouais. j'imagine. Quels sont les freins à rencontrer dans les instituts? Donc ça, on y a répondu aussi. Alors ça, on y a un petit peu, répondu avec, Julie. J'ai Pierre, Insolvency, si je prononce bien, qui dit: «Vous tenez-vous au courant des avancées médicales, technologiques de greffe de peau?» Oui, tout à fait. Donc déjà, l'association Burns and Smiles est, membre de la Société francophone de brûlologie, Mmh. qui est, la société savante où tous les, corps de métier sont réunis et représentés. Il y a les industriels qui travaillent sur, toutes les technologies, qui sont en cours de réflexion, en cours Mmh. de recherche. Il y a 2 grands pans, on va dire. Il y a effectivement, la possibilité de créer, des peaux artificielles pour pouvoir faire les greffes de peau, ce qui éviterait déjà de prélever de la peau et de recréer des cicatrices ailleurs. Voilà. Parce Parce que que ça, c'est la double peine, en fait, la greffe, hein. C'est qu'on te prend de la peau saine. saine, mais du coup, on te fait une cicatrice. Mmh. Parce que ça se voit, tu vois, voilà. Donc, il y a ça, il y a la culture de peau, il y a l'impression de la peau en 3D, Ça, j'en ai 4D entendu parler. aussi. Ouais. Tu vois, il y a les lasers, il y a tout ça. Et, tout ça, ça évolue. Mais ce que me disent les industriels, et ça, c'est un de mes rêves le plus fou, c'est d'arriver à mettre l'association à un niveau où on puisse avoir des dons pour financer la recherche autour de Mmh. la peau. Mmh. Ça, c'est l'étape, voilà. Parce que j'ai discuté avec des startups qui disent c'est dur de lever des fonds. Donc voilà, on n'est pas comme des causes comme d'autres causes où il y a beaucoup de financements qui arrivent et ils sont en demande. Ils m'ont dit si je pouvais les aider un jour là-dessus. Mmh. Voilà, mais je me tiens au courant parce que, et je l'ai dit franchement, on peut aider les brûlés, mais qu'est-ce qu'il souhaiterait le brûlé? Mmh. Bah, c'est qu'on lui change ses cicatrices. Mmh. Donc la recherche sur la peau, c'est primordial, quoi. C'est vraiment quelque chose, si un jour on a vraiment la possibilité de remettre une peau normale sur une cicatrice, ce serait top. Très bien, merci beaucoup. Il y a Caro Frou, je sais pas qui c'est. Oui. Elle dit: «Oh le feu!» Le fait que tu viennes. «Pardon, c'était trop facile, je sais que Laurent me pardonnera». Pardon, c'est quoi? Elle me dit: «Je sais que Laurent me pardonnera». Elle me dit: «Pardon, c'était trop facile», parce que Oui, 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 en bah, oui, bah, y a pas de souci. en gros, il y a Caro qui dit: «Oh le feu, pardon, c'était trop facile, je sais que Laurent me pardonnera». Voilà, donc Caro qui est une amie à nous qui est en fauteuil aussi Qui en fait aussi et et je savais qui pas que est vous la conna fondatrice de Ostobox. ouais. Qu'on espère, on doit travailler ensemble, on doit Ah trop trouver le bien, je le temps, savais pas. surtout moi, de travailler ensemble pour comment avoir une ostobox pour les personnes, les patients qui sont brûlés. Ouais, ouais, mais c'est Voilà. c'est c'est chouette, ouais. Bah, je C'est pense c'est- que c'est- c'est un beau projet, ça aussi. Là aussi, tu vois, c'est quelqu'un qu'il faudrait aider. mmh. Tu vois, c'est. Mais Caro, tu vois, je la ferai aussi, enfin, comme beaucoup de personnes, dans voilà, blessés médulaires. En plus de ça, en fauteuil, forcément, j'ai un affect davantage, une affinité qui se crée, plus rapidement, c'est vrai et c'est vrai que Caro, bah, elle est en fauteuil aussi, elle est paraplégique et elle a créé donc oui, ces box où elle le met à disposition dans des hôpitaux, avec voilà, des petits cadeaux, des choses qui peuvent faire du C'est bien ça, à un exactement. moment où on en a besoin aussi, quoi, Oui. Ouais. donc je la recevrai bientôt. J'ai Cécile Torta qui dit: «Est-ce qu'avec l'acceptation de ton corps, le regard des autres est moins pesant?» Non.
Je lui ai dit: «Non». Je lui ai dit: «On s'y habitue pas, c'est permanent, hein». Je parlais de Kylian Mbappé, en début d'interview. Je suis sûr qu'il est moins regardé que moi, quoi, quand il sort. Donc voilà. Non, on s'y habitue pas, mais il faut faire avec. Mmh. C'est-à-dire que on le gère, comme, il y a plein d'autres choses qu'on peut avoir dans la vie à gérer, hein. Donc voilà, mais c'est pas, genre, tu vois, je suis venu te voir là, j'ai pris les transports en commun, bah, on m'a regardé. Mmh. Dans le TGV, il y avait un petit enfant à côté de moi qui a passé un moment pendant le voyage à me regarder, tu Ah, ça, c'est vois? les des fois, C'est c'est les normal, des fois, c'est pas enfin, c'est les enfants, tu vois, on peut pas leur en vouloir, mais des fois, genre, ils se rendent pas compte. Genre, moi, des fois, je me dis: «Mais c'est» c'est vraiment un truc, et des fois, tu as envie d'être un peu tranquille dans ton ouais, monde c'est exactement et ça. c'est pas possible. Mmh. Tu vois, tu dis: «Mais est-ce que vous pourriez, là, on dit: "Allez, pendant 5 minutes, vous me regardez pas". Personne me regarde». Ça, c'est pas possible. Ouais. Donc non, non, on ne s'y habitue pas, mais on le fait avec, on le gère, et c'est là où, bah, il y a un progrès pour certains à faire, c'est d'arriver à le gérer, quoi. Mmh. Voilà. Et je pense que, voilà, c'est aussi, des témoignages comme le tien qui permettront certainement à des gens de s'identifier déjà à toi parce qu'ils sont peut-être confrontés aux mêmes difficultés, à celles que tu as rencontrées, celles que tu vis encore. Et puis ça peut faire encore une fois écho, certainement à plein de gens, tu vois, Mmh. de s'affirmer dans l'épreuve. Donc je te remercie pour, bah, de t'être déplacé de Paris jusqu'à moi. Bah, avec On va plaisir. pas tarder à aller manger parce que je commence à avoir faim. Mais avant de finir cette interview, il y a la question signature. La question signature, elle est toute simple. C'est que là, aujourd'hui, c'est toi qui témoignes, Laurent. Est-ce que tu as quelqu'un, autour de toi que tu aimerais me recommander, que je puisse recevoir sans confidence et me dire pourquoi tu trouverais pertinent qu'il soit sur le format? Ça, c'est pas une question facile, parce que je pense que, là, ici, il y a beaucoup de gens qui pourraient venir, Ouais. en tout cas que j'aimerais bien entendre et tout ça. Hem, Là, le nom qui me vient en tête, heu, je pense à Pauline Déroulède. OK, que je connais. Pauline Déroulède, elle a été donc, amputée d'une jambe, suite à un accident de voiture, par une personne, âgée. Mmh. Voilà, elle est championne de tennis. Mmh mh. Ça, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, et surtout, quelqu'un, parce qu'il faut se serrer les coudes et tout ça, mais je la soutiens dans son combat, Mmh. qui est que, comment on soit un peu obligé, de refaire tester ses À un capacités à certain âge, ouais. conduire à un certain âge. Ouais. Ouais. Je J'adhère à ça, voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte quand on crée cet accident, À que, l'impact. celui qui a provoqué l'accident, faut pas se leurrer, sa vie est foutue Mmh aussi, hein. mh. Mmh mh. Voilà. Moi, les gens chez qui j'ai été brûlé, ils ont tenté de se suicider. Mmh. Ils ont eu du mal à s'en remettre, hein, et tout ça, et j'ai discuté avec, la dame chez qui j'ai été brûlé. Elle avait 80 ans, ça faisait 40 ans que l'accident avait eu lieu. Elle pleurait encore, et je Mmh. lui disais: «Mais c'est bon, moi, ça y est, je vis ma vie, il y a pas de raison de pleurer». Et elle était encore traumatisée 40 ans Mmh. après. Donc je pense que c'est important quand même que, qu'on puisse éviter qu'il y ait des accidents, comme celui qu'elle a subi. Mmh. On fera de la Voilà. prévention. Bah, en tout cas, Pauline, assez, elle le sait ou pas d'ailleurs. Mais je crois que je lui en avais parlé, mais parce que Pauline, je la suis aussi pour le coup et effectivement, elle mène, un combat qui est plus grand qu'elle, comme beaucoup d'ailleurs, qui quand on s'investit un peu sur l'espace Ouais. public et c'est vrai que, voilà, c'est une personne aussi que je respecte énormément, que j'admire profondément parce que, bah, elle s'est relevée puis elle a la niaque, hein. Elle, tu sens qu'il Ouais, faut j'aime bien moi. Ouais, ouais, moi ouais, aussi j'aime bien. Faut pas j'adore. la faire chier, j'ai Ouais. l'impression. Mais non, non, du coup, Et du voilà, là, j'ai vu qu'elle allait avoir un deuxième enfant et tout ouais, ça. Donc c'est quelqu'un qui est pour moi un rôle modèle, ouais, ouais, bien sûr. qui nous montre un peu la voie à suivre, voilà, qui a sa vie, qui fait du sport, mais aussi qui a son combat à mener. Mmh. Donc je trouve que c'est riche. Mmh mh mh. J'aimerais bien l'écouter parce que, bah, je pense qu'il y aurait certainement plein de Bah, je vais choses lui à envoyer un apprendre message d'elle, quoi. juste après l'interview. Trop cool. Bon, bah, écoute, Laurent, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie infiniment, Bah, c'est moi.
venu jusqu'à moi. On va pouvoir aller manger, prendre le temps aussi parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mmh. Pour les personnes, si vous avez aimé l'interview de Laurent, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à vous activer la cloche des notifications. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode prochainement. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur les plateformes de streaming parce que le format Confidence est aussi disponible en Ouais, podcast. Voilà, donc super. je vous invite à aller dessus. N'hésitez pas à mettre un commentaire et ça me permet aussi à moi de rendre le projet un peu plus pérenne si je suis soutenu par les gens qui écoutent. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se dit à bientôt. Je te remercie Laurent Merci à et, toi. et salut tout le monde. À bientôt. Salut.